donc à l'échelle internationale. Donc, il est le président actuel de Avocats sans frontières. Il est aussi le fondateur de Avocats sans frontières. Et il a repris la présidence maintenant. Moi, je me réjouis parce que je vais pouvoir collaborer avec lui. On a aussi Maître Dominique Tricot, que tout le monde connaît. C'est un ami de la Tunisie. Et Maître Dominique Tricot, il est, comme vous le savez, ancien membre du Conseil de l'Ordre de Paris et il est au directoire du CIB. Donc voilà, vous êtes les bienvenus tous les deux. Et puis, nous avons Maître Benoît Mistre, qui est donc conseiller juridique du président de Triel, Maître Philippe Grant, qui s'est excusé au dernier moment pour des raisons personnelles et qui a donc dépêché Maître Benoît Mistre pour le remplacer et parler. Et lui, il a une expérience dans ce domaine, en tout cas en Suisse, sur la compétence universelle. Donc, il va intervenir donc à cette conférence. Je veux saluer tous les présents actuels, donc ceux qui participent à cette conférence, particulièrement bien sûr mes salutations à mes confrères tunisiens. Salam alaikum. Je suis content de vous avoir. Vous savez, là, c'est une expérience qu'on continue parce que l'année dernière, on avait fait deux conférences aussi, l'une sur les mécanismes juridiques de protection des avocats, les mécanismes internes de protection des avocats, et la deuxième sur les mécanismes internationaux de protection des avocats. Et ça a été une réussite. D'ailleurs, un rapport a été publié et qu'on a envoyé à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet, il faut le reconnaître, sensible, brûlant, qui est la compétence universelle en matière de crimes de torture. Donc, c'est un sujet sensible parce que dans sa définition, vous savez, la torture, c'est une souffrance physique infligée à quelqu'un, notamment pour lui faire avouer ce qu'il refuse de révéler, lui faire parler sous la torture, donc lui faire avouer sous la torture. Donc, c'est un acte par lequel une douleur ou des souffrances physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux de la punir d'un acte. Donc c'est à peu près ça la définition qui est donnée euh, à la torture. Et puis la torture, 99% est infligée bien sûr par les agents de la fonction publique, donc ou toute autre personne agissant à titre officiel à son incitation avec son consentement exprès ou tacite. Donc c'est ça aussi la caractéristique de la torture. Et puis la torture, euh, pratiquement toutes les conventions internationales relatives aux droits humains en parlent. Donc, nous avons la Déclaration des droits de l'homme, donc l'article 5, nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Nous avons l'article 7 du Pacte international sur les droits civils et politiques. L'article 7 aussi, il parle de la torture, nul ne sera soumis, la même chose pratiquement. Nous avons la Convention de Genève du 12 septembre 1949 qui interdit le traitement cruel, les atteintes à la dignité de la personne. Donc, nous avons aussi la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples aussi, dans son article 5, qui interdit la torture et toute peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, etc. Et puis, aussi, nous avons la Convention européenne des droits de l'homme, donc, qui est entrée en vigueur, comme vous le savez, le 3 septembre 1953, qui parle aussi, qui prohibe dans ses articles 3 et 4 le recours à la torture et les traitements inhumains ou dégradants.
Enfin, on ne doit pas oublier aussi nos amis américains, la Convention américaine des droits de l'homme aussi de 1969, donc prohibe aussi la pratique de la torture. Donc, nous avons en fait un arsenal juridique international et nous constatons que le crime de torture occupe donc une place importante dans le dispositif du droit international. La Tunisie aussi, je fais une parenthèse aussi quand même, dans son article, dans l'article 101 bis du Code pénal, donc qui est ajouté par la loi du 2 août 1999. Donc cet article punit tout fonctionnaire ou assimilé qui soumet une personne à la torture, et ce, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Malgré cet arsenal, il faut reconnaître la plupart des États où la torture est pratiquée par ces agents ne respectent pas leur engagement. Leur engagement, c'est-à-dire de punir et de combattre ce fléau. Donc ces fonctionnaires et ces agents, la plupart, ils continuent à torturer dans l'impunité totale. De nombreuses victimes et leurs familles attendent toujours justice et réparation, malgré l'utilisation de toutes les voies de recours internes disponibles et le dépassement des délais raisonnables pour traiter donc cette question. Bien sûr, on va essayer de revenir pour le cas de la Tunisie dans le débat. Et là, face à cette situation, la question se pose, quels sont les instruments juridiques pour combattre efficacement l'impunité? L'article 5 de la Convention contre la torture édicte, premièrement, tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction de torture. Et deuxièmement, prendre des mesures nécessaires pour établir sa compétence dans le cas où l'auteur présumé se trouve sur tout territoire sous sa juridiction. Comme on le sait aussi habituellement, un État ne peut juger des crimes que s'ils sont commis sur son territoire par ou contre des citoyens. L'article 5 ouvre donc une brèche, l'article 5 de la Convention sur la torture, et cette brèche a donné lieu à un débat au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Des fois, débat virulent, comme vous le savez, certains États autoritaires, non démocratiques, pour être diplomatique, ces États invoquent souvent, pour s'opposer à cette compétence universelle, la souveraineté des États. Premier argument. Deuxième argument, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures de l'État. Troisième argument, l'immunité dont jouissent ces agents. Aujourd'hui, donc, la compétence universelle constitue la seule solution viable et constitue un outil puissant au service de la justice internationale pour vaincre l'impunité. Comme vous le savez, les avocats jouent un rôle primordial, mais aussi dangereux dans le dispositif de ce combat, car l'avocat est le plus souvent le premier à être informé que son client a été victime de torture et prend donc des risques énormes. Cet avocat prend des risques énormes pour dévoiler les actes de torture subis par son client. Donc, on a, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a posé la question de la protection de l'avocat, qu'on a traité, comme je vous l'ai dit, dans d'autres
conférences, notamment la conférence sur les mécanismes internationaux de protection des avocats l'année dernière. Aujourd'hui, la compétence universelle est une voie de recours exceptionnelle à laquelle l'avocat peut recourir pour demander justice à son client. L'importance de cette conférence réside dans le fait que certains avocats se trouvent des fois dans le désarroi donc, et essayent de trouver une porte de sortie à leurs clients. C'est pour cette raison que nous avons organisé cette conférence et à laquelle nous avons invité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Maître François Contier, Maître Dominique Tricot et puis Maître Benoît Mistre, donc qui remplace Maître Philippe Grant qui s'est excusé au dernier moment. Donc on va essayer, comme on vous l'a dit au début avant cette introduction, que chacun des intervenants aura 15 minutes à peu près, 15 minutes pour poser le problème, et puis on va rentrer dans le débat. Donc, on va essayer de voir quelques cas concrets qu'on va essayer d'exposer pendant cette séance. Voilà. Directement, je crois, je donne la parole au président, notre doyen ici présent, donc François Contier. Maître, à vous la parole. Bien, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, je retrouve notamment mon ami Dominique Tricot, mais aussi Monsieur le bâtonnier, Kilani, puisque nous nous sommes rencontrés dans des temps anciens et nous avions déjà travaillé côte à côte. Donc, merci pour cette invitation. Merci pour cette initiative concernant le combat contre la torture. Bon, la torture, c'est une plaie béante sur le visage de l'humanité. Et son éradication doit être un objectif partagé par tous les peuples, quelle que soit leur religion, quelle que soit leur culture. C'est vraiment l'expression de la barbarie. Euh, et malheureusement, elle est de tous les temps, cette barbarie, et encore aujourd'hui, elle est de tous les instants. Donc ce n'est pas un sujet secondaire que de s'intéresser à la manière de combattre la torture. Alors, Monsieur le bâtonnier, vous avez déjà bien entamé le sujet et je vous remercie bon, en citant les principaux textes au niveau international qui prohibent la torture et qui la répriment. Donc vous avez parlé de la Convention. Alors le texte fondateur, c'est la Convention de décembre 1984 contre la torture, qui institue notamment ce mécanisme de compétence universelle. Vous avez aussi donc le protocole facultatif qui se rapporte à cette convention, qui est entré en vigueur en 2006, qui complète cette convention sur le plan opérationnel. Vous avez rappelé la Déclaration universelle des droits de l'homme, vous avez rappelé le pacte international des droits civils et politiques qui interdisent la torture. Bon, on peut parler de la Convention européenne des droits de l'homme, on peut aussi parler puisque c'est sur notre continent, la Charte africaine des droits de l'homme, la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Bon, cette prohibition de la torture, elle est universelle et c'est un peu normal que la Convention de 84 ait mis en place la compétence universelle. Bien. La Tunisie a ratifié ces conventions, la Convention de 84. Elle a ratifié également le protocole dont je viens de parler à l'instant. Bon, la Convention de 84, je pense que elle a été ratifiée en 88. Le protocole dont je viens de parler a été également ratifié en 2011. Bien. Donc, vous êtes doté en Tunisie des outils juridiques qui condamnent la torture et qui permettent justement d'exercer des recours lorsqu'il y a
des cas de torture. Alors, moi, je souhaite parler essentiellement, pour rentrer dans la pratique, sinon on risque de se redire, et notre confrère, bon, Benoît Maistre va sans doute développer davantage ces questions juridiques, hein. Moi, je reviens simplement sur la compétence universelle. Le texte de la Convention de 84 est un outil unique au monde, unique dans l'histoire, parce qu'il pose le principe de la compétence universelle. Et tous les États, il y a 176 États qui ont ratifié cette convention, acceptent la compétence universelle. Elle n'existe pas. Alors, après, il y a des mécanismes de compétence universelle, hein, puisqu'il y a d'autres crimes qui sont aussi, qui ressortent de cette convention. Mais ce sont des créations jurisprudentielles. Mais là, il y a un texte, la Convention de 84, compétence universelle. Compétence universelle et en même temps, obligation pour les États de poursuivre, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres crimes, aussi terribles soient-ils. Donc cette convention, c'est un outil unique dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire du monde du droit. Alors moi, ce que je voulais vous dire, bon, essentiellement, c'est un peu ce que nous faisons, Avocats sans frontières. Bon, Avocats sans frontières France, hein, puisque nous sommes plusieurs organisations qui ont ce nom à travers le monde. Il y en a une vingtaine. Donc, Avocats sans frontières France, c'est moi qui l'ai fondé officiellement en 1998. En fait, mes premières expériences en 97, c'était avec Avocats sans frontières Belgique, où nous sommes allés défendre accusés et victimes du génocide rwandais devant les tribunaux rwandais. Donc, création en 1998, dont nous sommes maintenant, nous allons sur nos 27 ans. Et ces 27 ans ont été consacrés à l'action de défense des citoyens du monde qui se retrouvent avec des accusations graves et sans avoir à leur côté d'avocats libres et indépendants. Hein, je dis ça tout de suite parce que nous nous consacrons aussi sur ce chemin-là, parce que nous avons fait un chemin et nous nous sommes aperçus, je vous donne l'exemple du Rwanda, où j'étais, donc j'étais un des premiers à partir en 1997. Bon, le premier confrère rwandais qui a accepté d'être à nos côtés, de participer à ce travail, car après le Rwanda, hein, c'est de l'ingérence, c'est de l'impérialisme, tout ce que vous voudrez, mais c'était surtout qu'après le génocide, il restait 12 avocats au Rwanda pour environ 100 000 accusés et on ne sait combien de victimes. Donc nous sommes allés là-bas parce qu'il n'y avait personne pour le faire, sachant que les avocats qui étaient là refusaient de défendre les accusés et on comprenait pourquoi quand on était confronté à l'Holocauste, bon, qui était encore là sous nos yeux. Et le premier confrère qui a accepté de travailler avec nous, là, il a été enlevé, on ne l'a plus jamais retrouvé. Je lui rends hommage, Murengezi, voilà. Il n'est plus des nôtres et il a payé de sa vie le fait de vouloir exercer la fonction de défense. Ce qui nous a amené à deux choses. D'abord, dans tous nos projets, à favoriser, en même temps que nous défendions, bon, lorsque c'était nécessaire, mais à renforcer les acteurs locaux de la justice et du droit. Nous n'avons aucune visée impérialiste, nous ne sommes pas une firme qui essaie de se développer et de s'installer dans tel ou tel pays, nous sommes au service de la justice, au service du droit et au service des avocats. Donc, nous sommes arrivés sur les avocats à travers ces premières expériences et nous avons vu, encore une fois, même si chez nous, nous le savions, nous savons tous que c'est un métier fragile. Bon, hein, bon, les circonstances politiques, sociales peuvent parfois nous désigner, nous mettre en danger. Mais là, confrontés à ces situations, nous avons vraiment ressenti au fond de nous-mêmes combien nous étions une espèce, si je puis dire, fragile. Hein, quand on entre dans des pays qui ont connu le pire et on est toujours assimilé. Au début, on a surtout défendu les accusés. Pourquoi? Ben parce que ils étaient en prison et grâce à des institutions internationales qui leur apportaient de la nourriture, la Croix-Rouge et d'autres, les accusés ont su que nous étions là. On a dit, donc, résultat, au début, nous étions venus défendre les génocidaires. Et puis, nous avons réussi assez rapidement à être au contact aussi d'associations de victimes.
Alors, pour certains, là, nous étions venus défendre. Là-bas, vous savez, ça se résumait à l'opposition entre Hutu et Tutsi, dont soit nous étions assimilés aux uns, soit nous étions assimilés aux autres. Et il a fallu du temps pour que on comprenne que nous n'étions pas partie prenante à ce conflit, que nous étions partie prenante uniquement à la justice. Alors, la torture, un ou deux exemples, hein, puisque nous y sommes confrontés. Bon, les premiers, ça a été en Colombie, voilà, où donc nous avons travaillé avec des confrères colombiens, nous avons eu des cas de torture, nous avons fait amener deux affaires devant la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Ensuite, notre deuxième expérience, ça a été donc au Nigeria, qui s'est développé dans le temps, au Nigeria, où nous avons des programmes spécifiques de lutte contre la torture. Alors, nous, c'est qui? C'est Avocats sans frontières, France, mais c'est en partenariat avec la Nigerian Bar Association. Bon, vous savez que le Nigeria est le pays le plus peuplé d'Afrique, 220 millions d'habitants, et les avocats, ils sont au moins 200 000. Le barreau nigérian est un barreau puissant qui s'organise, et c'est avec lui que nous menons ce combat contre la torture. Alors, ça consiste à quoi? Alors, vous disiez, bâtonnier, tout à l'heure, oui, les avocats sont parfois, oui, souvent même les premiers témoins des actes de torture, parce que nos clients ont été torturés dans le centre, dans les commissariats, dans les centres de détention, pour les faire avouer des crimes qu'ils n'avaient pas forcément commis. Donc, nous sommes au contact direct des personnes victimes de torture. Et donc, dans un pays comme le Nigeria, en collaboration avec les organisations de défense des droits de l'homme, on identifie des cas de personnes qui ont été victimes de torture et nous saisissons la justice nigériane, nous déposons plainte, ainsi de suite, puisque dans la législation nigériane, la torture est prohibée. Le Nigeria est signataire de la Convention de 84, du Pacte international des droits civils et politiques, ainsi de suite, de la Charte africaine des droits de l'homme aussi. Donc nous saisissons la justice et à plusieurs reprises, nous avons obtenu la condamnation de l'État nigérian à verser des dommages et intérêts à des personnes victimes de torture. Et j'allais dire mieux encore, car il y a la chaîne du mal qui est la suivante, c'est arrestation, torture, aveu, condamnation à mort. Ah, ça c'est voilà, hein, ce à quoi nous avons été confrontés. Et dans au moins deux cas, pour des personnes condamnées à mort, sur des aveux, alors je raccourcis, hein, je fais simple, sur des aveux obtenus sur la torture, eh bien, nous avons obtenu la révision de ces procès. Et vous savez sans doute qu'il existe, oui, vous savez, qu'il existe donc des juridictions internationales, comme en Europe la Cour européenne des droits de l'homme, donc en Afrique la Cour africaine, et vous avez à l'Afrique de l'Ouest, dont dépend le Nigeria, la Cour de la CEDEAO, qui est très active, qui a, pour faire simple, fonctionnement, un rôle proche de celui de la Cour européenne que nous connaissons peut-être mieux. Et la Cour de la CEDEAO, à plusieurs reprises, a condamné l'État nigérian à verser des dommages et intérêts à des victimes de torture. Donc ce sont des combats judiciaires que nous menons dans notre fonction d'avocat, toujours bien entendu auprès des confrères locaux. L'autre exemple, alors, peut-être plus emblématique, mais moins massif, parce que là le Nigeria, nous avons défendu, nous y travaillons depuis 10 ans. Notre première intervention au Nigeria, c'était pour participer à la défense d'une femme, Amina Lawal, qui avait été condamnée à mort pour adultère, qui devait être lapidée. Et nous étions intervenus au soutien d'une consoeur nigériane qui elle-même, parce qu'elle a accepté de défendre une femme adultère, était menacée de mort. Donc, au Nigeria, nous y travaillons depuis 22 ans, 22 ans bientôt. Et donc, nous avons été saisis de milliers de cas sur des projets sur la peine de mort et également sur des projets contre la torture dont nous parlons aujourd'hui. Donc, grâce à l'action des avocats et à l'utilisation de ces outils dont nous venons de parler, nous avons obtenu ces résultats
qui, à l'égard de l'État nigérian, commence à porter ses fruits, même s'ils ne sont pas miraculeux, s'ils ne sont pas magiques. Une autre affaire dont je vous dis deux mots, mais le temps passe et je vais bientôt m'arrêter, ça a été une affaire aussi emblématique pour nous, c'était l'affaire dite des infirmières bulgares et des médecins palestiniens, arrêtés en Libye pour avoir inoculé le virus du sida à des centaines d'enfants. Bon, accusation aussi horrible aussi fantaisiste que terrible. Et ces personnes-là étaient et donc l'objet d'un petit complot organisé par l'État libyen et son chef, parce que ben, il y avait eu dans l'hôpital de Benghazi ces enfants morts du sida et il fallait trouver des responsables, et vous le savez, hein, vous êtes bien placé pour le savoir. Il n'y a rien de mieux comme responsable qu'un étranger. L'étranger, c'est pratique, hein, il est un peu seul, il n'est pas comme nous, donc il est responsable. Alors, les responsables, c'était les infirmières de Gare, et puis il avait fallu, pour que le portrait soit complet, il a fallu un médecin quand même dans cette opération, qui consistait donc à piquer les enfants, ces enfants, 420 et quelques, avec du sang contaminé pour les tuer. Donc, il y avait un médecin, et ce médecin, c'était un médecin palestinien, enfin, d'origine palestinienne, qui, avec sa famille, avait trouvé refuge en Égypte, puis ensuite donc en Libye. Et El Ajouj, bon, mon ami El Ajouj, il s'est retrouvé accusé lui aussi d'avoir participé à cet horrible complot. Bon, et donc condamnation à mort. Voilà, première condamnation à mort, cour d'assises de Benghazi. Et nous allons être saisis par différentes instances, différentes personnes de ce dossier. Personne ne s'en souciait. Ils étaient en prison depuis plusieurs années. Bon, et nous avons travaillé sur ce dossier. Moi-même, me consacrant à celui, bon, parce qu'à un certain niveau j'allais dire de gravité ou bah, oui, de danger. Bon, j'ai continué, bien que je sois président, à payer aussi de ma personne, mais entouré de dizaines d'autres avocats. Et donc, je me suis consacré à la défense essentiellement d'Achraf El Ajouj, donc, qui avait été donc, torturé, violé par des chiens, et qui avait donc fait des aveux comme les autres infirmières, qui avaient expliqué qu'elles avaient effectivement, alors elles avaient été en contact avec des agents américains et avec des agents israéliens. Il faut toujours quand même qu'il y ait les ingrédients. Donc les ingrédients, la CIA, le Mossad, et qui les avaient payés et qui leur avaient fourni le sang contaminé pour qu'ils aillent l'inoculer à ces pauvres enfants. Bon, nous avons travaillé sur le fond grâce à des experts, le professeur Montagnier, vous vous rappelez peut-être, et le professeur Coligi, qui étaient les deux co-découvreurs du virus du sida, qui ont réussi à faire une enquête épidémiologique qui démontrait que cette thèse de la contamination volontaire était une thèse parfaitement irréaliste et fantaisiste. Bon. Et donc, ces personnes-là torturées, les infirmières, elle ajoute également. Et qu'avons-nous fait? Alors, nous avons participé à leur défense, mais ils ont été condamnés à mort. Après, vous savez l'histoire qui est d'ailleurs dans l'actualité, l'intervention du président Sarkozy qui les a fait sortir. On en reparle beaucoup en France. Ça, c'est les liens entre la France et la Libye, dont je ne dis rien, même si nous avons assisté à certaines choses. Et donc, ils sont libérés. C'était l'essentiel pour un avocat de voir ses clients sortir des griffes des tortionnaires. Et là-dessus, le président Sarkozy avait négocié avec le président Kadhafi un petit deal, hein, parce que le président Kadhafi voulait être réintroduit sur la scène internationale après avoir fait abattre un avion un avion civil contenant des passagers. Il voulait à tout prix revenir sur la scène internationale, et donc négociation avec le président français. Et dans cette négociation, il y a eu notamment sa venue en France.
bon, invité par la France, donc à venir. Il est arrivé avec près de 300 personnes, c'est très bien. Et alors, ce qui a été moins bien pour lui, c'est que nous avons déposé une plainte sur la base de la compétence universelle pour torture contre lui et contre des officiers supérieurs dont nous avions le nom. Car, vous savez, dans les combats, même ceux qui paraissent perdus d'avance, il y a parfois une faille dans la cuirasse. La faille dans la cuirasse, c'était que le régime de Kadhafi était un régime terrible. Hein, je parle vis-à-vis de ses concitoyens. Hein, parlons pas des autres, enfin, les autres aussi. Bien. Et il y avait un de ses fils qui est toujours en vie, l'islam, euh, qui était destiné à lui succéder, qui était présenté comme le visage plus libéral que son père, moins compromis dans certaines affaires, ainsi de suite, et qui avait de l'influence dans le pays en tant que fils de son père, et puis c'est une personnalité, hein, et qui avait donc fait diligenter une enquête par les services de police et nous avions un PV d'enquête de la police qui, et d'interrogatoire d'un policier, dit bien, qui racontait ce qui s'était passé et les tortures dont avaient été victimes les infirmières et les médecins parisiens. Donc nous avions un dossier et donc nous avons déposé cette plainte alors que M. Kadhafi venait triompher donc à Paris au bras du président Sarkozy, et on a un peu gâché la fête, mais rassurez-vous, les juges d'instruction qui ont été saisis de l'affaire immédiatement, hein, j'étais à Paris, déposé la plainte avec mention de partie civile, bien. Et là, bon, là, à ma demande, les juges d'instruction ont sollicité le ministère des Affaires étrangères pour demander la liste des personnes qui accompagnaient le président Kadhafi. Bon, nous savions, tout le monde savait qu'il y en avait 200 ou 300. On a eu une liste de 30 noms. Et nous faisions cela parce que nous soupçonnions fortement que les officiers supérieurs qui avaient supervisé l'arrestation, les interrogatoires et dont les tortures faisaient partie des invités. Eh bien, dont on a eu 30 noms, il n'y avait pas ceux que nous visions. Quant au président Kadhafi, l'argumentation, c'était la jurisprudence de la Cour internationale de justice. Hein, les présidents en exercice ne sont pas ne peuvent pas être arrêtés, même sur la base de la compétence universelle, ce qui est éminemment contestable, et donc il a pu repartir. Bon. Et nous avions quand même aussi dans nos, hein, parce qu'Avocats sans frontières, notre principale caractéristique, hein, je ne sais pas qui parlait tout à l'heure de talent oratoire, bon, je vous assure, un talent oratoire déjà chez nous, dans nos pays, vous savez qu'il y a toujours des gens pour le contester, enfin, mon talent, le vôtre. Alors vous imaginez quand vous allez à Kigali avec les traductions ainsi de suite, les effets de manche, il vaut mieux les garder pour soi. Et donc, nous avions dans nos... Donc c'est du travail, notamment le travail, c'était la jurisprudence Pinochet. Monsieur Pinochet, qui en 98 vient, il n'est plus président, il a une copine qui s'appelle Margaret Thatcher, dont il vient rendre visite, comme vous, vos amis, vous, Benoît, vous venez donc à Paris, ou Kilani, vous venez en France. Voilà, bon, il rend visite. Et là, un juge espagnol, Garzón, qui était saisi de plaintes de citoyens espagnols et aussi chiliens de torture contre le président Pinochet, eh bien, euh, il a obtenu l'arrestation de Pinochet en Angleterre. Ça fait longtemps, ça fait 25, 26, 27 ans, mais enfin, on s'en souvient. Et alors, après, il y a eu tout un concours de circonstances qui fait il a été libéré, notamment pour des raisons de santé, mais la compétence universelle, dont cet outil extraordinaire que vous avez tous, chers confrères, à votre disposition. On peut vous en dire davantage, la saisine du sous-comité contre la torture, mais peut-être Benoît Mestre va en reparler de ces outils-là. Bon, la plainte devant la Commission africaine des droits de l'homme, avec la Cour africaine des droits de l'homme. Vous n'êtes pas seul au monde. D'abord, il y a des gens comme ceux qui sont ici, qui sont à vos côtés dans ce combat. Et puis, vous avez ces outils juridiques, et j'en termine par là. Merci. Merci beaucoup, Maître Contier.
Donc, on passe directement la parole à Maître Mistre. Volontiers, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir avec vous. On est très, pour Trial, on est très honoré de participer à cette discussion. Alors évidemment, Trial International a ce mandat bien particulier d'appliquer ou de faire appliquer la compétence universelle en initiant des dossiers, que ce soit en Suisse, en France, en Allemagne ou ailleurs en Europe. Et je crois que notre idée aujourd'hui, c'était de vous présenter d'abord un petit peu la genèse de cette compétence universelle qui vient d'être abordée par mon confrère avec l'affaire Pinochet. Et puis ensuite, aller un petit peu plus en détail sur certains aspects qui concernent la torture. Euh, je ne sais pas si j'aurai 15-20 minutes parce que j'ai dû Oui, préparer cette discussion oui, un petit peu rapidement, mais par contre, j'aurai oui, plaisir à vous répondre à avez 15 minutes, hein, vous avez 15 minutes, hein. je sais, mais je ne sais pas si je pourrais les remplir. Mais quoi qu'il en soit, j'ai plaisir à répondre à toute question qui surviendrait. Donc, en guise d'introduction, vous l'avez dit, Maître Kilani, vous avez parlé de ce principe de territorialité, qui est un petit peu un principe de base en droit pénal qui veut que le pays dans lequel des infractions ont été commises a la compétence et le devoir de poursuivre ces infractions. Et puis la compétence universelle, elle s'inscrit un petit peu en exception à ce principe, lorsque l'application du principe de territorialité n'est pas possible ou parce que l'État dans lequel les crimes ont été commis ne souhaite pas, n'a clairement aucune volonté de poursuivre ces crimes, lui-même les commet. Euh, donc la compétence universelle s'inscrit là et un petit peu aussi à l'entre-deux avec la compétence des institutions et des juridictions internationales qui, elles, vont être compétentes lorsque, justement ou notamment, les États ne poursuivent pas. Donc c'est un petit peu le cadre de base dans lequel s'inscrit cette compétence universelle. Et puis je voulais revenir alors deux mots sur sa genèse avec l'affaire Pinochet. Alors je ne reviens pas dans les détails qui ont été mentionnés précédemment, mais pour vous dire que cette affaire-là, à notre sens, a été un déclencheur de la compétence universelle qu'on connaît aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette affaire qui vient envoyer un signal extrêmement fort à tous les dictateurs et à toutes les personnes responsables de crimes internationaux pour leur dire, regardez, peu importe où vous allez dans le monde, vous courez le risque d'être poursuivi. C'est ce qui est arrivé au général Pinochet, effectivement avec l'issue un petit peu malheureuse qu'on a connue puisqu'il s'est fait libérer. Mais c'est aussi cette affaire qui a donné l'impulsion à notre directeur que je représente aujourd'hui de créer Trial International, de cette organisation active spécialement sur la compétence universelle. Donc, l'affaire Pinochet, un moteur pour tout ce qui va suivre, notamment une observation intéressante qui se déroule dans les années 90 où plusieurs États décident, suite à la ratification par exemple, de la Convention contre la torture ou d'autres textes internationaux, décident d'adopter dans leur législation nationale une compétence universelle très très large. Je crois que certains l'appellent la compétence universelle absolue, qui n'impose aucun critère de rattachement avec l'état de poursuite. Les deux exemples les plus frappants, c'est ceux de l'Espagne et de la Belgique, sauf erreur, qui ont, dans les années 90, alors adopté une loi qui permettait, sans même la présence d'un suspect sur leur territoire, d'ouvrir des enquêtes. Et les juridictions ont été très vite submergées par des dossiers, des plaintes qui affluaient de tous les côtés concernant l'État d'Israël, les dirigeants israéliens, par exemple. Et ça a posé beaucoup de problèmes diplomatiques en tout cas, et puis simplement les juridictions étaient submergées par les dossiers. Ça a mené malheureusement
disons, un rétrécissement un petit peu à compliquer la compétence universelle par la suite, parce que ces États se sont aperçus justement qu'il fallait peut-être adopter certains critères, certains verrous à l'application de la compétence universelle qui ne pouvaient pas fonctionner de manière absolue. Et c'est comme ça qu'on a vu peu à peu des États, par exemple, imposer la présence du suspect sur le territoire pour pouvoir initier une poursuite. Ça, c'est le cas en Suisse. Il faut la présence du suspect pour que le dossier puisse aller de l'avant devant les autorités pénales. Peut-être mes confrères français parleront davantage des critères qui doivent être réalisés pour que un dossier puisse avancer en France. Donc, je leur laisse je leur laisse ça, pardon. Mais voilà, donc on a vu fin des années 90, début des années 2000, je crois, cette compétence universelle se refermer un petit peu sur elle-même. Jusqu'à récemment, où on observe dans notre organisation un regain absolument extraordinaire de cette compétence. Euh, et on voit des pays comme la France, l'Allemagne, à notre sens, qui sont à la pointe de cette volonté de poursuivre. La Hollande aussi a fait beaucoup d'efforts, qui ont commencé à créer des unités spécialisées pour poursuivre les crimes internationaux, notamment les actes de torture. On a vu des procédures aboutir qui concernent la Syrie en Allemagne. Il y a beaucoup, beaucoup de procédures en cours en France. La Suisse n'est pas non plus en reste. Et puis, on a surtout vu justement des unités au sein de ces pays se créer, composées d'experts en droit international pénal, composées d'experts en enquête, qui sont affectés à l'enquête, aux investigations sur ces crimes. Donc, c'est quelque chose qu'on a vu se développer ces dernières années, et c'est très impressionnant de voir ça, de voir cette volonté politique enfin transformée en acte juridique, judiciaire et en procès. On pourrait vous donner des exemples justement de Syriens condamnés en Allemagne. Il y a beaucoup d'engouement qui a été observé au moment de l'éclatement du conflit russo-ukrainien, où là les États, par exemple la Suisse, a créé une task force spécialement dédiée à la poursuite des crimes internationaux. Euh, Cela étant, donc c'est un petit peu là où nous en sommes actuellement. Je vous ai beaucoup parlé d'Europe, mais je voulais quand même insister sur le fait que le premier, sauf erreur, le premier dossier de compétence universelle qui aboutit à une condamnation a eu lieu, a été observé au Sénégal par la condamnation d'Hissène Habré, chef, voilà exactement, en chien tchadien condamné au Sénégal sur la base de la compétence universelle. Donc on doit ça évidemment au continent africain. Et on espère également que les pays africains continueront à mettre en pratique cet outil qui, à notre sens, est absolument clé si on veut combler l'impunité d'actes de torture et d'autres crimes contre l'humanité. Deux mots sur l'avenir peut-être de la compétence universelle qu'on est en train d'observer, hein. Vous avez vu comme nous probablement que voilà, les Américains imposent tout d'un coup des sanctions sur la Cour pénale internationale. Que va devenir cette justice internationale qui a dépensé beaucoup d'argent jusqu'à maintenant, a amené, il faut le dire, malheureusement assez peu de résultats. Donc, qu'est-ce qui va advenir de cette justice internationale? Peut-être que les gens vont de plus en plus se porter vers la compétence universelle qui leur permet peut-être d'obtenir une justice plus rapidement, une justice plus juste, si j'ose dire. En tout cas, c'est ce qu'on espère, nous, c'est que vraiment les États continuent à développer leurs compétences universelles, continuent à combler les gaps procéduraux qui peuvent être observés. C'est tout le bien qu'on peut souhaiter à cette compétence universelle. Et évidemment, nous sommes tout à fait convaincus de l'importance et de l'utilité de cet outil. Puisque je crois qu'on a beaucoup de praticiens et praticiennes peut-être avec nous aujourd'hui, ça me semblait important peut-être de vous donner
quelques idées sur la manière dont on peut initier des procédures de compétence universelle. Alors, c'est une grande question parce que je l'ai déjà mentionné, donc chaque pays a ses conditions propres, mais je voulais peut-être attirer votre attention sur trois documents, trois bases de données qui pourraient vous être utiles, que je pourrais mettre dans le chat tout à l'heure. D'abord, alors notre organisation avec des partenaires a développé une carte interactive qui permet de voir qui met en évidence tous les dossiers de compétences universelles qui sont en cours actuellement. On espère ne pas en avoir oublié. La recherche peut être faite par pays de poursuite ou par pays de commission. Donc, j'aurai plaisir à vous partager ça. Et pour les praticiens surtout, la Clooney Foundation for Justice a réalisé un gros travail qui s'appelle Justice Beyond Borders et qui recense en fait l'état de la loi de compétences universelles dans le monde, par pays. Donc ça, c'est fascinant, vous verrez, c'est très bien fait. On peut cliquer sur la France et voir à quelles conditions la compétence universelle peut être activée. On peut faire cet exercice pour chaque pays du monde, donc c'est assez fascinant. Et puis encore pour les praticiens, et j'espère que vous me pardonnerez de nous faire un petit peu de publicité, mais c'est quelque chose qui peut être assez utile peut-être pour tout le monde. Nous développons des manuels juridiques qui s'appellent des Law and Practice Briefings, qui sont établis par pays et qui expliquent de manière condensée alors comment initier une procédure, quelles conditions doivent être réalisées pour qu'une procédure aille de l'avant, quel est le soutien qui peut être apporté procéduralement à des victimes qui s'impliquent dans des dossiers en déposant des plaintes. Voilà, toutes sortes d'outils très pratiques, axés sur la pratique, pour vous aider peut-être à construire des dossiers. J'aimerais, puisque je suis avocat suisse, vous donner et revenir sur l'aspect torture maintenant, pour vous parler du cas de la Suisse, que je trouve personnellement assez particulier. On l'a dit en introduction, et mon confrère l'a rappelé, la Convention contre la torture est ratifiée par 176 pays, je crois, vous aviez dit. Donc elle est largement reconnue par quasiment tous les États du monde. Et elle impose, et je crois qu'on ne l'a pas encore mentionné, alors elle impose évidemment de poursuivre les auteurs de ces crimes et de rendre justice aux victimes, mais elle impose aussi aux États qui la ratifient d'adopter des lois de compétences et des lois de fond dans leur droit interne pour pour réprimer cette infraction. Et je viens là sur le cas de la Suisse parce que c'est assez fascinant. La Suisse a ratifié la convention, je crois, en 86. Elle est entrée en vigueur en 87. Mais depuis lors, donc si je compte bien, on arrive bientôt à 40 ans après la ratification, toujours pas de disposition pénale qui réprime la torture dans le code pénal suisse. C'est un élément sur lequel notre organisation se bat depuis de nombreuses années. Pour nous, c'est une claire violation de la Suisse, par la Suisse, de ses obligations conventionnelles. On voit apparaître petit à petit une idée de combler cette lacune du côté du législateur, mais on est en Suisse, alors tout prend énormément de temps d'un point de vue du point de vue du législateur, disons. Mais on espère qu'à terme, à court terme, on aura une disposition qui réprime cette infraction. Donc, vous voyez, comme voilà, tous les pays ont leurs propres difficultés, et quand il s'agit de mettre en pratique cette convention contre la torture, ça peut être très très long et très compliqué. Cela dit, intéressant pour moi de vous mentionner qu'en Suisse, du fait de la ratification de la Convention, on peut trouver, peut-être on peut appeler ça une petite faille dans le système, et en fait déposer des plaintes pour des faits globalement constitutifs de torture, mais où l'on va appliquer des dispositions pénales particulières. Je prends l'exemple, on sait que la torture, ça peut être
des mauvais traitements, ça peut être des injures, ça peut être des violences contre l'intégrité sexuelle, ça peut être des menaces. Alors, au lieu de déposer une plainte pour torture en tant que telle, on va déposer plainte pour violence sexuelle, pour euh, lésions corporelles, pour euh, menaces, etc. Le tout formant la torture. Et pour ces actes-là, puisque chaque infraction existe dans le code pénal suisse, on peut initier des procédures. La Suisse contient, sur le plan procédural, le droit pénal suisse a une disposition qui oblige la Suisse à poursuivre les responsables, notamment de torture, justement parce que la Suisse a ratifié la Convention contre la torture. Le verrou ici, c'est ce qu'on appelle la double incrimination. Donc le droit impose que les infractions qu'on dénonce soient également réprimées dans le pays de commission. C'est un verrou qui pose problème, mais en général, on s'aperçoit que justement, quand on parle de lésions corporelles, de menaces, de mise en danger de la vie d'autrui, c'est des infractions qui figurent quasiment dans tous les codes pénaux du monde. Donc la Suisse a la possibilité, la compétence de juger cette torture quand on prend l'état de fait en un bloc. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qu'on a apprécié faire dans le but de faire évoluer la loi. Et j'en viens à un cas pratique avant de terminer gentiment. Un cas pratique qui vous intéressera probablement, celui qui concerne le général Habib Ammar, qui était l'ancien ministre de l'Intérieur tunisien sous Ben Ali, qui a été dénoncé par notre organisation, et c'était un des premiers cas qui a été porté en justice par Trial, je crois, en 2003, sauf erreur. Et là, j'aimerais vous raconter un petit peu comment tout ça s'est passé. Donc c'était notre directeur à l'époque qui reçoit un téléphone d'une personne qui se dit être victime de torture, avoir été victime de torture en Tunisie, et nous dit: j'ai vu Monsieur Ammar à Genève. Et c'est cet élément, comme je le mentionnais, qui déclenche la compétence suisse. Alors on s'est empressé de vérifier la présence. Celle-ci a été attestée simplement. On a pu de nos yeux voir Monsieur Habib Ammar à Genève, et très vite dénoncer ce personnage aux autorités suisses. Alors, c'est un cas emblématique pour Trial, puisque c'est un des premiers. Malheureusement, d'un point de vue juridique, il n'est pas allé très loin parce il a été bloqué par l'immunité dont bénéficiait M. Ammar. Mais par contre, on a vu que ça avait déclenché des réactions très intéressantes en Suisse. Il a été déclaré persona non grata sur le territoire genevois. Je crois qu'au final, il n'a plus pu voyager euh, hors de Tunisie. Donc, c'était là aussi les prémices des messages qu'on voulait porter aux personnes responsables de crimes internationaux, de torture, et notamment à ce monsieur tunisien, pour dire: vous n'êtes pas bienvenu en Suisse, vous n'avez rien à y faire, et vous n'y reviendrez pas. À ce sujet, alors j'ai vu que, en travaillant à préparer cette discussion, j'ai vu que la plainte était en ligne. La plainte telle qu'on l'avait déposée à l'époque est en ligne. J'aurais plaisir aussi à vous la partager en commentaire. Je pense que c'est intéressant pour vous de voir. Et puis, je voulais terminer par un petit message un peu positif. Je crois que notre organisation, en tant que soutien aux victimes, enfin, on s'aperçoit quel bien, j'imagine comme Avocats sans frontières, quel soulagement on peut apporter à des victimes de torture. Donc je voulais insister sur le rôle très très important de la société civile au soutien des victimes, que ce soit en procédure. On peut être amené à combler des vides que les autorités ne proposent pas, par exemple du soutien psychologique, ou un simple soutien logistique pour que les personnes puissent venir se déplacer et témoigner des atrocités
qu'elles ont subies ou qu'elles ont vues. Donc voilà, la société civile a un rôle très très fort à jouer, à mon avis, aussi sur l'aspect plaidoyer, dans le but de voir des réformes apparaître dans les systèmes juridiques, euh, avec, en ce qui nous concerne, mais je crois que c'est l'idée de tous les activistes, une idée de faire évoluer le droit au service des victimes. Et c'est ce rôle innovant qui nous intéresse beaucoup. On va réfléchir à toutes les stratégies juridiques possibles et judiciaires possibles pour arriver à nos fins, à ce que les victimes puissent obtenir justice et obtenir des réparations. Et puis, pour terminer, aussi, j'aimerais mettre en évidence l'importance entre les ONG à vocation plutôt internationale de collaborer avec les ONG locales qui connaissent leur contexte, qui ont des moyens d'identifier des victimes, qui ont des moyens de collecter des preuves idéalement. Donc cette collaboration est très très importante. Et je vous remercie. Je mettrai les liens dont j'ai parlé en commentaire et puis j'aurai plaisir à répondre à toutes questions. Merci, merci beaucoup, maître. Donc, maintenant, je passe la parole à maître Dominique Tricot. Monsieur le bâtonnier, monsieur le ministre, mon ami, je voudrais saluer tous nos amis tunisiens dont je devine la présence derrière l'écran, leur dire qu'avec toi, Abderrazak, avec eux tous, on a eu un immense espoir après s'être battu avec vous contre Ben Ali, et qu'aujourd'hui, voir en Tunisie une dictature qui est probablement encore pire que celle de Ben Ali, après une constitution qui était la première dans le monde à défendre les avocats. Tout ça est bien consternant et je voudrais vous dire à quel point nous partageons vos engagements, nous partageons vos combats. Alors la torture. Mon angle d'attaque est en général plutôt sur l'attaque des avocats, puisque la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune que je représente défend dans tout l'espace francophone mondial tous les avocats qui sont, pour leur acte de défense, attaqués, torturés, assassinés, et notamment en Tunisie, où la liste des avocats et magistrats emprisonnés est absolument effrayante. Alors la torture. La torture, on pourrait se dire que c'est une pratique moyenâgeuse. Rappelez-vous qu'elle a été même codifiée, que la pratique de la question était dans le code de procédure pénale au Moyen Âge avec une notion divine, qui était une notion que si vous marchiez sur des braises pieds nus et que vous étiez innocent, vous n'aviez pas mal. Ça marchait assez mal. Et plus la société s'est développée, et moins on a assumé la torture. Moi, je peux vous dire que quand j'ai commencé ce métier d'avocat en 1981, il était habituel, pas certain, mais quasi habituel, de sortir d'une garde à vue avec des yeux au beurre noir, qu'on ait des choses à avouer ou pas, ça faisait partie de la garde à vue, pour vous apprendre à vivre, peut-être. Et que la vraie nouveauté, au fond, c'est que depuis une cinquantaine d'années, la torture qui était cachée, qui était honteuse, qui était pratiquée, est revendiquée. Je ne suis pas très fier que mon pays ait assumé la torture pendant la guerre d'Algérie, mais j'ai été encore plus désespéré de voir qu'après les attentats contre les tours jumelles, les Américains ont revendiqué le fait de torturer les gens qu'ils avaient capturés à Guantanamo. Ça veut dire qu'un pays, le pays la plus grande démocratie du monde, il y a moins d'une quinzaine d'années, a donc dit officiellement qu'elle torturerait les gens. C'est dire que le débat est totalement actuel et que la lutte contre la torture doit nous occuper, mais plus que jamais. Car si les plus grandes démocraties du monde revendiquent le fait de la pratiquer, ne signent pas les conventions qui permettent de la combattre, cela veut bien dire à quel point nous devons intervenir.
Je vais donc essayer de donner à tous nos amis une sorte de boîte à outils. D'abord, essayez de définir la torture. La torture, le texte qui est repris à peu près dans toutes les législations, c'est celui de l'article 1 de la Convention de New York. C'est tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës physiques ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne. Mais attention parce que toute torture ne va pas entraîner la compétence universelle. Il faut qu'elle soit infligée par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement express ou tacite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'agit d'une torture d'État. Ça veut dire que nous ne parlons pas aujourd'hui d'un fait divers dans lequel X torturerait Y pour je ne sais quelle raison crapuleuse ou autre. Et c'est donc important de le signaler, il s'agit de la torture, qu'elle soit destinée ou pas à provoquer des aveux. Car lorsqu'à Abu Ghraib, de malheureux détenus étaient violés par des chiens policiers, ce n'était pas pour les faire avouer, c'était pour les humilier, c'était pour les abattre. Et la torture est une technique qui est destinée à faire perdre son humanité à la victime tout autant que de la faire avouer. Alors, on pourrait dire aussi que la torture, c'est très inefficace. Et que si beaucoup de démocraties, si beaucoup de commissariats renoncent à la pratiquer, c'est qu'on s'aperçoit qu'en matière d'aveu, les gens, pour arrêter de se faire torturer, avouent des choses fausses, que le lendemain de leur garde à vue, les stigmates même des tortures font perdre tout crédit à leurs aveux, et que c'est finalement une technique très inefficace. Malheureusement, elle prospère ô combien. Pour la Cour européenne des droits de l'homme, la torture sera définie comme des traitements inhumains, délibérés, provoquant de graves et cruelles souffrances. Il s'agissait d'une garde à vue en France, pas au bout du monde, dans lequel la CEDH a considéré que de telles blessures étant infligées intentionnellement aux requérants par des policiers constituaient une torture. La Charte africaine des droits de l'homme, de la même manière, dans son article 5 qui vous a été rappelé, dénonce et poursuit la torture. Et là encore, la Charte africaine reprend à la virgule près, ou à peu près, la Convention de New York. Le bâtonnier Kilani vous a cité l'article 101 bis du Code de pénal tunisien, tel qu'il ressort de la loi du 2 août 1999. Et là encore, ce texte auquel il n'y a rien à redire est une quasi-transcription de la Convention de New York. Donc, la torture est l'acte que je viens de définir, et c'est cet acte-là qui sera poursuivi. Alors, débat, est-ce que le complice de la torture peut être poursuivi sur le terrain par le moyen de la compétence universelle? Des pays ont adopté là-dessus des positions très différentes. En France, la Cour de cassation a considéré qu'il importait peu que l'auteur principal des faits commis à l'étranger n'ait pas été arrêté. Si le complice est arrêté en France, il pouvait parfaitement être poursuivi sur le terrain de la compétence universelle. Ça a donné lieu à un grand débat doctrinal, puisque le professeur Rebu de l'Université de Paris 2 disait que la personne en France, la présence en France de la personne complice d'une infraction relevant de la compétence universelle est suffisante pour sa mise en œuvre. Ça a été critiqué par Madame Kering-Joulin, qui est pourtant le vice-président de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, sur le principe de la complicité-criminalité d'emprunt, car selon elle, le complice emprunte la criminalité de l'auteur, et donc à partir du moment où l'auteur ne peut pas être poursuivi en France, on ne devrait pas poursuivre le complice. Dieu merci, en droit positif français, et d'ailleurs dans beaucoup de pays, le complice peut être poursuivi, même si on n'a pas attrapé l'auteur principal. Alors les poursuites. Les poursuites, elles sont fondées dans les 176 pays décrits tout à l'heure par l'article 5.2 de la Convention, je la cite,
tout État partie prend également des mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des dites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celle-ci se trouve sur son territoire sous sa juridiction. Ça veut dire que dès le départ, la Convention de New York dira que les pays n'ont de compétences qu'à condition que la personne soit sur le territoire. Certains pays ont été au-delà, ça vous a été également dit. La Belgique, qui a été victime d'un forum shipping tel qu'elle a été amenée à revenir sur ce bel engagement qui était tout à son honneur. C'est donc le point essentiel. Dans le Code de procédure pénale français, c'est l'article 689.1, peut être poursuivi et jugé par les juridictions françaises si elles se trouvent en France, toute personne qui s'est trouvée hors du territoire de la République coupable d'une des infractions énumérées. Ça veut dire qu'il va s'agir des infractions visées à la Convention de New York, l'application de la Convention contre torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut entrer dans la compétence universelle que la France va appliquer. C'est a fortiori vrai du génocide, des crimes contre l'humanité, des crimes et délits, actes de guerre. Je vous les cite néanmoins parce que lorsque la torture fait partie d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de populations civiles, à ce moment-là, ce ne sera plus la torture elle-même que l'on poursuivra, mais l'acte à laquelle elle participe, qu'il s'agisse d'un génocide, qu'il s'agisse d'un crime contre l'humanité ou d'un crime de guerre. Donc, compétence de la France, lorsque une personne peut être arrêtée en France, pour avoir commis un acte de torture à l'étranger. Malheureusement, la France, comme d'ailleurs la plupart des juridictions mondiales, ne sont compétentes que si la personne est présente sur le territoire. Ce qui est très décevant, c'est qu'on arrive souvent après la bagarre. On a eu quelques miracles. Vous avez cité l'ancien ministre de Ben Ali, vous avez cité le général Pinochet. Mais dans 99% des cas, quand un auteur de torture d'une dictature vient faire du ski à Chamonix, la probabilité que nous le sachions est proche de zéro. Et si par hasard nous le savons, le temps que nous saisissions le parquet, qu'un juge d'instruction soit désigné, il est probable que le forfait à Chamonix de ski de la personne concernée sera fini et qu'elle sera repartie. Ajoutons que les pays ne sont pas si motivés et que la personne se trouvant sur le territoire français pourrait bien avoir un petit message qu'elle ferait bien de quitter le territoire avant d'avoir des soucis. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois en France, lorsque le chef des services secrets tchadiens, qui était responsable d'avoir séquestré 4 mois un franco-tchadien dans les caves des services secrets tchadiens, est arrivé en France et que nous avions déposé une plainte, qui celle-là était recevable parce que la victime était française, on n'était pas sur le terrain de la compétence universelle, il a reçu un petit message qu'il ne fallait pas qu'il quitte sa chambre d'hôtel et qu'il reparte vite fait au Tchad. Donc, ça veut dire que le temps qu'on puisse déclencher une procédure, le temps qu'un juge d'instruction aurait pu utiliser pour lancer un mandat d'arrêt, fait que dans la quasi-totalité des cas, on passe à côté, soit qu'on ne sache pas que la personne est en France, soit que le temps qu'on le sache, elle a trouvé de bonnes personnes pour l'informer qu'il fallait repartir rapidement. Parce que, et c'est probablement ce qui est dommage, c'est que la Cour de cassation française interdit toute poursuite préalable. On pourrait parfaitement concevoir que le parquet introduise une procédure contre personne non dénommée et que cette personne non dénommée ne vienne dénommer le jour où elle arrive à Orly ou à Roissy. En fait, la Cour de cassation interdit tout acte de poursuite. Ce qui veut dire qu'il va falloir réveiller le parquet lorsque quelqu'un va être en transit entre 2 avions et 2 aéroports, avec un espoir d'efficacité de la répression,
malheureusement très limitée, d'autant que les associations que nous représentons, c'est à elles d'établir la présence. Or, nous ne sommes pas policiers, nous ne sommes pas enquêteurs, nous ne sommes pas huissiers. Quand on me dit que tel auteur de torture est présent en France et que je vais dire au procureur, il est à l'hôtel Hilton, ne croyez pas que le procureur va envoyer des policiers le vérifier. Il va me dire, ou vous m'apportez des preuves ou je n'ouvre pas d'informations, ce qui rend les choses encore plus difficiles. L'article 689-11 du Code de procédure pénale était encore pire, parce qu'il exigeait, je le cite, que la personne réside habituellement sur le territoire de la République. Ce qui veut dire qu'on ne pouvait même rien contre quelqu'un qui venait simplement passer des vacances au ski. Heureusement, la jurisprudence a modifié l'interprétation de cet article et toute personne se trouvant sur le territoire français entre dans le champ de la compétence que je vous ai décrite. Alors, il faut également que les faits aient été commis sur un territoire d'un État parti à la Convention de Rome ou par un ressortissant d'un État parti, ou bien, à défaut, que les faits sont punis dans l'État où ils ont été commis. Mais comme le disait justement Maître Mestre, Dieu merci, même si certains pays ne les poursuivent pas beaucoup, la plupart de ces faits sont poursuivis dans à peu près tous les pays du monde, ce qui fait que le principe de la double incrimination peut être respecté. Je rappellerai également que la compétence universelle, c'est un système de compétences subsidiaires qui est soumis comme tel au principe du non bis in idem. Et ça, c'est très préoccupant et je vais vous dire pourquoi. Parce qu'un certain nombre de pays, et mon regard va vers le Congo-Brazzaville, ont inventé une façon très habile de protéger leurs auteurs de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et autres. Ben, c'est tout bêtement de les juger. Et je ne suis pas sûr que nos confrères Vergès et Spinner aient fait ce qu'ils ont fait de mieux quand ils sont allés défendre des généraux à Brazzaville qui étaient accusés de faits gravissimes. Et le tribunal de Brazzaville a dit je considère que ces faits n'ont pas été commis, je les relaxe ou je les condamne à des peines absolument symboliques. Et on s'est trouvé empêché de les poursuivre dans d'autres pays, même si la Convention dit que sur un plan théorique, lorsque les poursuites sont insuffisantes, ça doit permettre à la compétence subsidiaire de s'exercer. Mais dans la réalité, le fait qu'un pays dise que X ou Y n'était pas coupable et qu'il y a une décision définitive pose des difficultés qui sont considérables. Alors, c'est peut-être important effectivement de redire un mot sur le fait qu'en Afrique, la question de la compétence universelle a donné lieu à beaucoup de contentieux qui sont très importants. Et la difficulté a été particulière dans l'affaire rappelée par Benoît Mestre, qui a été l'affaire Hissène Habré. Pourquoi? Parce qu'Hissène Habré avait obtenu l'asile politique au Sénégal, ce qui rendait la situation extrêmement complexe et qu'en fait le Sénégal n'avait aucune envie de le juger. Heureusement, il y a eu des plaintes déposées en Belgique. C'était au moment où la compétence universelle de la Belgique s'étendait à des auteurs ne se trouvant pas sur le territoire belge. Et la Belgique a demandé au Sénégal de le juger ou de l'extrader. Et comme il n'y avait pas de réponse, la Belgique a saisi la Cour internationale de justice. Et la Cour internationale de justice a fait injonction au Sénégal, soit de juger M. Hissène Habré, soit de l'extrader. Et le Sénégal, le 12 juin 2016, a condamné Hissène Habré à la perpétuité. Moi, il y a une juridiction dont il faut également qu'on parle. Et nous avons la grande chance de voir en ligne mon ami Xavier Jean Keïta, qui vient de passer 20 ans à la Cour pénale internationale et qui la connaît mieux que personne. Parce que la première juridiction qui a vocation à poursuivre tous ces faits, c'est la Cour pénale internationale. Alors la Cour pénale internationale, elle ne vise pas à se substituer aux systèmes nationaux de justice pénale, mais à les compléter. Et elle ne peut poursuivre et juger des personnes que si les systèmes nationaux n'engagent pas de procédure ou s'ils proclament leur intention de le faire sans avoir réellement la volonté ou la capacité de mener véritablement à bien des poursuites.
C'est donc le principe de la complémentarité. Et la Cour pénale internationale, lorsqu'elle est saisie, peut avoir des jugements qui sont des jugements essentiels. Je ne vais pas revenir sur tous ceux qu'elle a émis, et les mandats d'arrêt récents contre M. Netanyahou et contre des dirigeants du Hamas sont probablement, sur le terrain du droit international humanitaire, des actes parmi les plus forts qui aient été prononcés au cours des dernières années. Euh, la difficulté pour la CPI, bah, c'est qu'il faut la saisir et qu'elle ne peut être saisie que de trois façons. Elle peut être saisie par un État partie, mais les États parties ne sont pas très motivés, à quelques exceptions près. Et moi, je me suis interrogé sur le fait que ce que je peux faire, si des faits sont commis en Tunisie et que je veux que mon pays saisisse la Cour pénale internationale, eh bien, je n'ai aucun moyen de contraindre la France. En revanche, il y a une solution qui est possible, c'est que si j'arrive à avoir un rattachement quelconque avec la France, notamment au niveau des victimes, je peux poursuivre la France en responsabilité pour n'avoir pas exercé le droit qui aurait permis aux victimes de bénéficier d'un procès équitable. Et c'est un moyen qu'il faut, à mon avis, utiliser dans tous les pays. Car lorsque les pays ne sont pas très motivés pour aller saisir la CPI, pour 36 milliards de raisons, la contrainte de se voir eux-mêmes condamnés pour ne pas l'avoir fait est probablement ce qu'on peut imaginer de plus fort. Un dernier mot sur la dernière possibilité, et nous revenons vers la Suisse. C'est la compétence universelle devant les juridictions civiles. En fait, elle n'existe pas. Et l'arrêt important, c'est l'arrêt Naït Liman du 15 mars 2018, dans lequel un requérant d'origine tunisienne y contestait le refus par les juridictions civiles suisses d'examiner sa demande en réparation du préjudice moral du fait d'actes de torture qu'il avait subis en Tunisie en 1992. La question qui était posée à la Grande Chambre portait donc sur les contours de la compétence universelle pour les cas de torture. Or, cette compétence reste exceptionnelle et la Cour européenne des droits de l'homme a considéré que la proportionnalité existant permettait aux juridictions civiles suisses de se déclarer incompétents. Donc voilà, c'est un combat qu'on mène tous, c'est un combat que mènent les associations, c'est un combat où chaque avocat peut porter un dossier avec l'aide ou sans l'aide d'associations. Il ne manque pas de boîte à outils et tous ensemble, il faut qu'on arrive à éradiquer la torture. Merci Maître Tricot, Maître Dominique pour cette intervention. Donc maintenant on ouvre le débat tout en saluant bien sûr les présents. Comme l'a dit Dominique, il y a Maître Xavier Keita qui nous a rejoint. J'ai vu aussi tout à l'heure la secrétaire de l'instance nationale pour la prévention de la torture, qui était présente. Malheureusement, elle est partie parce qu'elle a un cours d'italien, elle m'a dit. Bon, elle a une obligation de réserve, donc elle a été présente discrètement. Elle a assisté un peu, a entendu un peu les interventions. Je salue aussi notre confrère Abdoueb Matar, le ministre, l'ancien ministre, et notre confrère, qui est présent depuis, et tous les autres, bien sûr, tous les autres présents. Je donne la parole. Qui veut prendre la parole? Donc, il se manifeste. Si je peux me permettre, Bonjour. Maître Kilani. Oui, allez-y, maître, oui. C'est simplement pour rebondir sur ce qu'a dit Maître Tricot et appuyer sous plusieurs aspects ce qui a été dit, notamment sur le manque de volonté politique. Alors nous, on s'accorde absolument avec ce que vous avez dit, voire même pire, des ingérences du politique sur le judiciaire, hein. Ça s'est vu en Suisse aussi à plusieurs reprises, malheureusement.
Donc ça montre, et comme vous avez conclu, qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Écoutez, maître Mestre, à la fin vous aurez chacun 3 à 4 minutes pour conclure. Très bien. Donc, si vous permettez, on laisse la parole pour allez-y, maître Shkoun Hazidou. Oui, Allez-y. bonjour, bonjour tout le monde. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, Oui, merci. C'est Xavier Jean qui t'a. oui, bonsoir. Bonsoir, maître. Vous êtes le Bonsoir, bienvenu. monsieur le bâtonnier, ministre et ambassadeur, et merci pour cette organisation. Je Merci vous en prie. aux brillants intervenants sur leur sujet. Chacun était dans son couloir et c'était très pragmatique et percutant. Je voudrais juste, puisque il a été évoqué mon expérience auprès de la Cour pénale internationale, que je fréquente encore par ailleurs, c'était de dire que, puisqu'on parle de Tunisie, que la Tunisie a rejoint la CPI en juin 2011 et qu'elle était le 116e État membre sur 125 aujourd'hui. Je voudrais dire également que le traité de Rome, son article 7, prévoit que la torture est un des éléments de crimes contre l'humanité ou autres, en tout cas, qui peuvent être utilisés à titre principal ou accessoire. Il est important aussi à titre informatif, de signaler que la CPI en 2017, par un échange de lettres, a conclu un accord avec le Comité européen pour la prévention contre la torture, à savoir que tout État partie qui signe un accord avec la Cour pénale internationale pour que les condamnés par la CPI puissent y exercer ou exécuter, par exemple, leur condamnation, le comité européen peut assister l'État hôte, si on peut employer ce mot, puisque c'est l'État hôte qui a la responsabilité sous sa loi de recevoir ce condamné. Par contre, il est possible pour ce comité de vérifier sous le contrôle de la présidence de la Cour pénale que la condamnation est exercée dans des conditions qui respectent l'absence de toute torture. Donc, c'est important à signaler. Dominique Tricot vous a rappelé tout à l'heure que la compétence de la Cour mettait comme principe en avant la complémentarité. Donc, cette cour est souvent critiquée par les Africains notamment, les États africains, mais dès l'instant où ce sont souvent des États membres d'ailleurs, ces États, lorsqu'ils sont concernés, ont la priorité pour enquêter et poursuivre. Donc, ils sont les plus malvenus pour critiquer la CPI. Je voudrais, pour terminer, faire un petit clin d'œil à Monsieur Mestre et lui demander en quoi il pouvait considérer que la CPI était moins juste que les États, puisque vous avez dit, Monsieur Mestre, qu'au lieu de saisir la CPI, c'était plus confortable d'être dans le cadre de la compétence universelle et ça donnait des procédures, en tout cas, plus justes. Dès l'instant où la CPI prône la, le- la domestication du statut de Rome par tous ses États membres. Et donc, elle y prévoit la torture. Ensuite, qu'elle met en avant et comme prioritaire la complémentarité, ce qui n'exclut pas, même pour ces États membres, d'exercer la compétence universelle.
comment pouvez-vous dire qu'il est plus juste que d'avoir recours à la CPI? Je trouve que c'est un peu injuste. Voilà. Mais c'est un clin d'œil sympathique. Je vous remercie pour cette parole. Je me permets de Merci, rebondir. merci, Maître Keïta. Donc, qui veut encore prendre la parole parmi les participants? Et Alors, bon anniversaire à mon jumeau. je réponds volontiers à Maître Keïta. Oui, allez-y, oui, allez-y. Oui, oui, alors simplement pour dire qu'effectivement, c'est peut-être une erreur de langage. L'idée, c'était de dire, de mettre en avant tout de même, et je pense que vous serez d'accord avec moi, que la CPI est une grosse machine qui met du temps à se mettre en œuvre et qui peut-être a démontré certaines faiblesses dans le sens où on a abouti à peu de condamnations sur les années d'existence de la CPI. Et l'idée, c'était simplement de dire peut-être que le justiciable aura plus tendance à l'avenir à se diriger sur la compétence universelle. Mais effectivement, la question de justice juste n'était pas très appropriée. Dont acte, mais une cour pénale internationale n'a pas vocation à condamner. C'est une cour. Elle acquitte, elle condamne, elle abandonne les charges et elle est dans son rôle. C'est ça la justice. Merci, merci, Maître Keïta. Merci. Écoutez, vous, si vous permettez, parce que moi, je pensais qu'il va y avoir des interventions donc de Tunis, de confrères tunisiens. Comme je vous l'ai dit, malheureusement, il y a la peur. Le système a réussi à imposer la peur, même chez les avocats. Je le dis en toute franchise et avec beaucoup de regrets. Moi, je veux évoquer deux choses que normalement aurait dû, et je me suis mis d'accord avec les confrères tunisiens pour qu'ils en parlent. Vous savez, nous avons instauré en Tunisie le système de la justice transitionnelle après la Révolution. Et vous savez que la loi sur la justice transitionnelle avait créé une instance qui s'appelle instance vérité et dignité, qui a procédé à l'instruction des dossiers, donc notamment les dossiers de torture et d'atteinte aux droits de l'homme, donc commis pendant la période de Bourguiba et de Ben Ali. Et donc il y avait entre autres au moins 200 dossiers qui ont été transmis par l'instance en 2018 aux chambres spéciales qui ont été créées spécialement pour juger de ces crimes, donc des crimes de torture et autres. Donc, il se trouve aujourd'hui que ces chambres-là, pratiquement, n'ont avancé en rien. C'est-à-dire ils ont reçu près de 200 dossiers, plus exactement 205 dossiers, dont entre autres des dossiers donc, relatifs à des crimes de torture. Et donc, il se trouve qu'ils font de surplace, donc la cour, les chambres siègent, il y a 13 chambres donc, qui siègent sur ces questions-là, les questions de violation de droits de l'homme, et les affaires sont renvoyées, donc à chaque audience renvoyées pour tel motif, absence de quorum dans la composition de la cour, n'importe quoi. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a six victimes de torture. Donc, plutôt leur famille, parce qu'ils sont morts, la plupart sont morts sous la torture. Donc, ces 6 victimes, c'est Rached Jaïden, Mohamed Qusay Jaibi, Sahnoun El-Jouri, Rached Chamakhi, Nabil Barakati, Faisal Barakati. Donc, 6. Donc, on saisit puisque les voies de recours n'ont pas marché,
la Cour refuse de juger donc dans un délai raisonnable. Donc ils ont saisi le comité des droits de l'homme auprès de l'ONU. Donc pour vous dire combien l'État tunisien aujourd'hui ne respecte pas ses engagements non seulement les engagements internationaux, mais aussi les engagements qui sont portés dans la législation interne, puisqu'on s'est mis d'accord pour faire la justice transitionnelle et le Parlement a fait une loi sur la justice transitionnelle justement pour tourner la page du passé. Malheureusement, on en est toujours là. Ça, c'est la première remarque sur ce qui se passe en Tunisie. La deuxième remarque, vous savez, Maître François Gontier, vous avez été saisi d'un dossier dernièrement avant votre président, donc qui a été traité par l'ancienne direction, donc celui de notre confrère Nourdine Bhiri. Nourdine Bhiri, qui est ancien ministre, qui est avocat, ancien ministre, un dirigeant donc, du parti Nahda, et qui a été arrêté au mois de février 2013. Il a été violenté, il a subi des violences et il a été passé, il est passé devant un juge d'instruction pour chef d'accusation de complot contre la sûreté de l'État pour avoir simplement, soi-disant, écrit comment dirais-je, un texte sur la page, une page Facebook qui s'avère n'est pas sa page. Et donc, il est passé devant un juge d'instruction. J'étais présent à l'instruction. Il était, c'est dire, abattu, totalement abattu, puisque les violences qu'il a subies lui ont causé une fracture au niveau de l'épaule. Et donc, on avait demandé au juge d'instruction de reporter l'interrogatoire de Maître Bhiri. Malheureusement, malgré qu'il avait constaté les blessures subies par Maître Bhiri et qu'il a consigné sur le PV, eh ben, il a décerné à son encontre un mandat de dépôt à la prison civile de Mournaguia. Et le comble dans tout cela, c'est que la direction de la prison avait refusé de réceptionner Maître Bhiri parce qu'ils ont constaté qu'il était dans un état lamentable, dans l'état de santé lamentable. Ils l'ont envoyé donc directement à l'hôpital. Là, il avait subi une opération donc de 3 heures parce que, comme je vous l'ai dit, c'est avéré qu'il a eu une fracture de l'épaule. Et en même temps, les avocats de M. Bhiri ont saisi l'instance, qui est l'instance nationale pour la prévention de la torture, c'est-à-dire juste au moment de son arrestation, laquelle instance avait fait un rapport qui était accablant, donc qui atteste et qui déclare que effectivement M. Bhiri avait subi des violences graves et que donc les responsables devraient être poursuivis. Et donc entre-temps, la procédure avait continué puisque la chambre d'accusation avait confirmé l'ordonnance du juge d'instruction qui avait décidé de traduire M. Bhiri devant la chambre criminelle près du tribunal de première instance. Et M. Bhiri a comparu dernièrement devant cette chambre criminelle et les avocats ont demandé le renvoi et ont soutenu le fait que leur client était victime de torture et qu'il fallait renvoyer l'affaire pour attendre l'issue de la plainte pour torture qu'il avait déposée. Et malheureusement, le tribunal avait au début accepté, donc il avait fait un renvoi,
et puis après, l'audience d'après a rejeté de nouveau la demande de renvoi et avait, ce qui avait provoqué d'ailleurs comment dirais-je, à ce que les avocats ont quitté l'audience et M. Bhiri a été condamné à 10 ans de prison pour complot contre la sûreté de l'État. Donc ça, c'est une affaire, comme je vous l'ai dit, Maître François Cantier, pour laquelle était parti pour observation Maître Rivière, Xavier Jukovic, Jukovic, c'est ça, Jukovic Rivière, et Maître Bagar, donc, qui était à l'époque donc, le co-président d'Avocats sans frontières. Et à mon avis, c'est un dossier euh, euh, très intéressant, entre guillemets, qu'on doit suivre. Donc, vous avez déjà un exemple, Maître Dominique Tricot et Maître Keita, que vous me réclamez les dossiers des confrères. Donc, vous avez à peu près une idée sur un des dossiers, là, le dossier de Bhir, qui est aussi poursuivi dans l'autre affaire, la grosse affaire de sûreté de complot contre la sûreté de l'État, dans laquelle sont impliqués sept confrères. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. C'est une simple information que je vous transmets pour vous mettre un peu au courant de ce qui se passe en Tunisie. Voilà. Qui veut prendre la parole maintenant? Je propose que chacun de vous, Maître François Cantier, Maître Dominique Tricot et Maître euh, 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 Benoît, Mestre, vous prenez la parole pour conclure un peu cette conférence et voir les perspectives d'avenir, qu'est-ce qu'on peut avoir comme perspective pour l'avenir et comment continuer surtout à encadrer les jeunes avocats et surtout leur apporter la confiance nécessaire. Comme je vous le dis, moi je suis un peu surpris de l'absence de plusieurs et je comprends, je comprends, c'est une période vraiment très difficile que nous sommes en train de traverser et donc je comprends l'attitude de certains confrères qui n'ont pas répondu à cet appel. Voilà. Maître François Cantier, vous avez la parole. Micro. On vous entend. Oui, allez-y. Allez-y. Vous êtes sur mute, ouais. Je crois il vous faut encore enclencher le micro. Allez-y. Là, c'est bon? Oui, Vous m'entendez? Bon, parce que... Ok, non, je vous disais que je vais me préoccuper de l'affaire dont vous venez de parler. N'ayez crainte, à Avocats sans frontières, les changements de présidence n'entraînent pas de rupture dans le suivi des affaires. Simplement, je ne peux pas vous répondre précisément parce que je n'ai pas, je suis pas suffisamment au courant. Mais je m'en préoccupe dès tout à l'heure. Non, moi, ce que je retire de cet épisode, de cette conférence formation. Bon, oui, comme vous, hein, je regrette qu'il n'y ait pas eu davantage de... Alors, je ne sais pas combien il y a de présents, parce que là où nous sommes, nous n'avons pas nous ne savons pas qui est présent, à part, à mon avis, Xavier Jean Keita, euh, qui est présent à cette conférence. Est-ce qu'il y a des confrères tunisiens qui y étaient et qui n'ont pas, comme vous le dites, pris un peu par la peur, n'ont pas osé se manifester, poser des questions, ou bien s'ils ne sont pas venus? Mais bon, je regrette comme vous que nous ne les ayons pas entendus, puisque c'est à eux essentiellement que nous nous adressions. Bon, après, ensuite, bon, ce que je pense on peut retirer, c'est que euh, dans ce domaine-là, le combat contre la torture, il y a des individus, des avocats et d'autres personnes et des organisations
qui participent à ce combat. Le problème, c'est que souvent, dans la société civile, nous avons tous peu de moyens et notamment, nous avons parfois du mal à nous coordonner. Mais avec les moyens modernes de communication, nous savons parfaitement. Moi, je reçois Trial ou Trial depuis des années. Bon, je connais Philippe Brandt et les dirigeants. Bon, donc nous savons ce qu'on fait. Comme la CIB, je suis un membre de la CIB à titre personnel et avec Avocats sans frontières. Donc, il y a une collaboration, sinon une coordination parfaite. Mais ce que je retiens, c'est que la profession d'avocat et ces organisations, les organisations de défense des droits de l'homme, doivent aujourd'hui, plus qu'hier encore, se resserrer parce que tout ce qui se passe au niveau international n'est porteur que de mauvaises nouvelles, hein. D'autant qu'elle a fort à faire. Nous, par exemple, on travaille à l'heure actuelle sur la Syrie. Alors là, les cas de torture en Syrie, bon, c'est déjà documenté. Bon, nous sommes en contact avec une organisation syrienne et des confrères pour voir ce qui peut être fait pour la défense des victimes du régime déchu, dont le travail est immense. Et souvent, dans ce monde-là, on pense à, à une compétition. Et je dis toujours, mais si tous les défenseurs des droits de l'homme s'unissaient, on pourrait à peu près répondre à 1 milliardième des besoins qui existent au niveau international. Bon, nous sommes aussi sur l'Ukraine, avec la défense notamment des femmes victimes de violences sexuelles. Malheureusement, le monde nous offre aujourd'hui, offrir n'est pas le mot choisi, combien d'exemples de violations des droits fondamentaux, et notamment de torture. Et j'espère qu'avec ce séminaire, ben, c'est un point sur ce chemin-là. Et merci encore de nous avoir permis d'y participer. Moi, je voudrais vous poser une question, Maître Contier. Est-ce que vous avez une idée sur la loi Magnitsky? La loi Magnitsky, c'est la loi européenne Magnitsky qui avait un peu copié la loi Magnitsky Act, la loi américaine Magnitsky Act. C'est une loi qui a été donc votée par le Parlement européen. Vous m'entendez? Oui, Donc, mais je ne vois pas exactement ce dont vous parlez. Pouvez-vous me préciser la question, s'il vous plaît? c'est la loi Magnitsky européenne. Donc, c'est une loi qui a été votée par le Parlement européen en 2020, donc, pour sanctionner des personnes physiques ou morales, étatiques ou non, qui violent les droits de l'homme. Donc, à l'instar, c'est sur le Magnitsky, c'est un avocat, Sergio Magnitsky est un avocat russe, donc qui est mort en 2009 en détention provisoire après avoir été torturé pour avoir révélé des affaires de corruption impliquant des officiers russes du ministère de l'Intérieur. Et donc, cette loi, donc, elle impose des sanctions donc comme je vous l'ai dit, contre ces personnes physiques ou morales donc, qui violent les droits de l'homme partout dans le monde. Et, et donc, est-ce que vous avez une idée? Parce que moi, j'ai lu ça et je n'ai pas vu le suivi. Après, parce que c'est une loi qui a été votée pour 3 ans, donc en 2020 pour 3 ans. Est-ce que vous avez une idée sur cette loi? Alors, Batelier, pardon, mais le terme de loi au niveau européen n'est pas approprié, puisque ça ne passe pas, le Parlement émet des recommandations, valide des propositions de la Commission européenne, ainsi de suite. Donc, mais moi, le texte auquel vous faites référence, non, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Mais peut-être est-ce En tout cas, peut-être la que loi elle est intitulée loi Magnitsky européenne, entre guillemets, Magnitsky européenne. comment vous écrivez, Magris? Magnitsky.
Magnetsky. Non, alors peut-être que mes amis euh, Oui, allez-y, allez-y, Dominique, est-ce que tu as une idée sur cette loi? Aucune. Aucune, hein? Voilà. Il prévoit d'appliquer des sanctions financières et des interdictions de visa contre les fonctionnaires russes soupçonnés d'être impliqués dans le décès de l'avocat Sergueï Magnitsky, symbole de la lutte contre la corruption. ouais, mais Voilà. c'est pas européen, c'est les États-Unis qui ont voté cette loi. Oui, c'est Oui, une loi américaine, c'est C'est pas une une loi loi américaine, européenne. c'est pas et européen. après, le Parlement européen a adopté une loi aussi. Le Parlement européen a adopté une loi similaire en 2020 pour violation grave des droits de Oui, l'homme. c'est un nouveau régime de sanctions contre la violation des droits de l'homme dans le monde. Hein? Le 7 décembre dernier, c'était donc il y a en 2020, l'Union européenne s'est dotée d'une loi Magnitsky permettant de sanctionner des personnes physiques ou morales, éthiques ou non, qui auraient violé les droits de l'homme. Une nouvelle arme qui s'appliquera, quelle que soit leur nationalité ou le pays où elles ont commis leurs exactions, et qui devrait permettre à l'UE de renforcer son poids sur la scène internationale et sa capacité à défendre les droits de l'homme dans le monde. Mais la façon dont ce machin est mis en œuvre, j'en ignore absolument tout, parce que Ouais, comme l'a dit François Contier, la notion de loi en Europe est une drôle de notion. ouais. Non, parce que moi, ce que je vois, c'est que ce sont les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne qui ont approuvé, c'est ce que tu disais, Dominique, le 7 décembre 2020, un nouveau régime mondial de sanctions de l'Union européenne, valable pour 3 ans. Ça, c'est vous qui le disiez, monsieur le bâtonnier. Non, Euh, j'ai lu ça, oui. bon, alors là, le manche est un peu loin de la cognée. Concrètement, sur quoi ça a pu aboutir, je ne sais pas. Hein, parce que de toute façon, tout ce qui est régime de sanctions, ça ne peut passer in fine que par les juridictions nationales. Hein. Les Oui, sanctions les sanctions économiques, plutôt ainsi de suite, administratives, les ce sanctions sont les États. plutôt administratives, c'est-à-dire interdire d'accéder au Vous avez territoire, raison. Raison. interdiction d'accéder au territoire et sanctions financières. C'est-à-dire s'ils ont des comptes ou pas, on leur gèle les comptes, on saisit les comptes, etc. Je pense, hein, c'est ça. Ouais. Et je vois que les sanctions doivent être approuvées à l'unanimité. Non, enfin, moi, nous n'avons pas sur le terrain vu l'effectivité de ces décisions. Qui, encore une fois, vous avez raison, il peut y avoir des sanctions. Alors, sanctions économiques, ça, c'est de la compétence des États, ça passe pas par le système juridictionnel. Les sanctions administratives au niveau international aussi. Administratif. Mais ensuite, les sanctions personnelles, ça passe obligatoirement par les juridictions. Ouais. D'accord. Eh ben, allô? Allô? On, on t'entend? Oui, oui, donc voilà. Vous n'avez pas quelque chose à ajouter? À Vous qui, n'avez pas à qui s'adresse la question? à tout le monde, hein, qui veut prendre la parole parce qu'il nous reste un peu 4 minutes, 5 minutes. Bon, moi je veux, mais non, je laisse la parole d'abord à Maître Mestre. Écoutez, alors merci pour la parole. Deux mots qui vont dans le sens de ce qu'a dit Maître Cantier. Je crois que ensemble on est plus fort. Oui à la collaboration entre organisations, entre sociétés civiles, qu'elles soient locales, internationales, et puis l'idée de dire que la porte de Trial International sera toujours ouverte à des personnes qui souhaitent initier des procédures lorsque possible, ça me paraît important. Le combat est encore long,
Et c'est qu'ensemble qu'on sera plus fort contre la torture. D'accord, merci beaucoup. Voilà, donc je crois qu'on Oui, a... si tu me permets un mot de conclusion. Oui, vas-y, Oui, Dominique. ce que je voulais dire, c'est que ce qu'on comprend, et je voudrais pas finir par une note un peu défaitiste, c'est qu'il y a un discours incantatoire sur la lutte contre la torture des États. Mais chaque fois qu'ils sont au pied du mur et qu'on leur demande de poursuivre des auteurs de torture, il n'y a plus grand monde à l'appel. Et j'ai envie de dire à nos amis tunisiens, ne croyez pas que vous êtes en enfer et nous au paradis. En France, il est à peu près impossible de faire condamner un policier qui torture ou même qui tue quelqu'un. Ça traîne pendant 20 ans et ça n'aboutit nulle part. Donc, l'idée d'une compétence subsidiaire, d'une compétence universelle, qui me permettrait, lorsqu'un gamin a été tué par un policier en France, de saisir une juridiction en Suisse ou ailleurs, permettrait effectivement l'exercice de poursuite. Euh, je pense aussi que si on pouvait changer un mot dans les textes en vigueur, c'est que j'entends que ne pas exiger la présence de l'auteur sur le territoire de l'État poursuivant, ça aboutit à un forum shipping tel que aucun État Oui, ne peut y résister. En revanche, allô? en revanche, si on disait simplement que la présence d'une victime sur le territoire de l'État poursuivant ou de l'État saisi de poursuite pourrait lui C'est ça. donner accès à la compétence universelle, ça permet. Merci, merci. Merci Dominique. On va essayer de conclure parce qu'on n'a plus le temps. Là, je vais donner la parole à Maître Haïfa Chebi, donc qui est la rapporteuse de cette conférence. Donc, vas-y, Haïfa. Merci, maître. Merci, chers confrères. D'abord, je vous remercie pour cette conférence très intéressante, surtout pour Au moins, nous, on a un de Tunis là. oui, surtout pour nous en ce moment, avocats tunisiens, avec tous les événements qu'on est en train de vivre et de suivre au jour le jour. Moi, la conclusion triste à laquelle je suis arrivée après toutes vos interventions, c'est qu'en fait, il y a deux mondes. Il y a le monde des avocats et des défenseurs des libertés et des droits de l'homme, et il y a aussi l'autre poids de mesure, et pas des moindres, et c'est la politique, c'est la volonté politique. En entendant Maître Cantier parler de l'affaire de Sarkozy et Kadhafi, in fine, c'est le politique qui a réussi à résoudre l'affaire. Pour Pinochet, il a eu aussi sa porte de sortie. Et aussi bien que comme a évoqué Maître Mestre pour le général Benamar, bien que par la suite il y a eu des conséquences sur son petit bien-être qu'il est de ne pas pouvoir quitter le territoire tunisien, mais en fin de compte, le général Benamar n'est tombé qu'avec Ben Ali, donc en 2011, bien après 2003. Et aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, on sait que, par exemple, là, on parle de l'affaire où il y a 7 détenus, mais là, c'est des centaines de détenus. C'est des personnes détenues illégalement, injustement, sans procès équitable. Est-ce qu'on peut qualifier ça comme de torture? L'un des détenus m'a dit, chaque jour que je passe ici en prison est une torture, c'est un acte de torture. Mais est-ce que la compétence universelle peut résoudre ça? Est-ce que c'est a priori ou a posteriori? Est-ce que c'est une manière de limiter la torture ou de l'empêcher de se produire? Ou par exemple, est-ce que c'est pour guérir les blessures et redonner le droit? Et voilà, c'est ça la question et la conclusion à laquelle je suis arrivée. Merci beaucoup, Maître Haïfa. Donc, tu vas nous préparer le rapport, Oui, j'espère. oui, Et puis, on va essayer après de le passer à chaque intervenant pour apporter les observations et les corrections nécessaires. Et puis, on va essayer de le publier. Voilà. Donc,
à la fin de cette séance, moi, je voudrais remercier tous les intervenants donc, pour leur discours et leur intervention pertinente. Donc, je crois qu'on a appris beaucoup de choses. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses à l'occasion de cette séance. Et j'espère que les choses iront mieux dans l'avenir, aussi bien pour la Tunisie, notre chère Tunisie, que pour les autres pays dans le monde qui subissent toutes sortes de persécutions et de dépassements. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Maître Matar, pour ta présence et à bientôt alors. Voilà. Ouais, merci Yves Atelier. Merci à tout le Voilà. monde. Au revoir à tout le monde. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci à tous. Salut et fraternité. Merci. Courage. Merci. Bon Merci. anniversaire, Merci. jumeau. On va essayer de se recontacter pour essayer de discuter beaucoup plus de ça, Maître Contier, plus tard, Oui. Inch'Allah. OK? Je m'en occupe tout de suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Dominique. Au revoir, Xavier.